Le diamant de Bérénice a scintillé lorsque sa main a frappé mon visage, plongeant la boutique du cours Mirabeau dans le silence. Ma joue me lançait, une douleur vive et humiliante, tandis que sa suite nuptiale regardait, horrifiée. Dehors, a-t-elle sifflé. Les larmes me brûlaient les yeux, mais une froide détermination s'est cristallisée en moi. La carte Platinum qu'elle venait de sortir pour payer sa robe à 8 000 €? C'était la mienne. Mon doigt tremblait sur mon téléphone alors que 7 mois d'exploitation défilaient devant moi. Le prix final pour elle? Tout. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivé à ce point de rupture, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que mon histoire peut voyager si loin. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans cette boutique, quelques instants avant le chaos. Je m'appelle Alix, j'ai 28 ans, et ma vie, jusqu'à ce jour, avait été une longue série de sacrifices silencieux. En tant qu'administratrice d'hôpital à Aix-en-Provence, j'étais habituée à gérer des situations de crise, à rester calme sous la pression. Mais la crise qui se préparait était personnelle, viscérale, et elle couvait depuis des années. J'étais là, dans ce sanctuaire de soie et de dentelle, non pas comme une sœur chérie, mais comme un portefeuille sur pattes. Depuis 7 mois, je finançais le mariage de conte de fées de ma sœur aînée, Bérénice. Chaque facture, chaque acompte, chaque caprice extravagant était payé par mon argent, l'argent que j'avais économisé pour l'acompte de mon propre appartement. Pourquoi? Parce que, dans un coin naïf de mon cœur, je pensais que ma générosité pourrait acheter quelque chose que je n'avais jamais eu, la reconnaissance de ma famille, et peut-être même un peu d'amour de ma mère. La boutique baignait dans une lumière douce, faisant scintiller les cristaux sur les robes suspendues comme des œuvres d'art. Bérénice se tenait sur l'estrade, rayonnante dans une robe qui coûtait plus cher que ma voiture. Notre mère et ses demoiselles d'honneur la couvaient du regard, poussant des exclamations admiratives. J'étais en retrait, une ombre dans ce tableau de bonheur parfait. Je sentais le poids de leur regard condescendant. J'étais la sœur simple, la travailleuse, celle qui n'avait pas réussi, comme Bérénice, qui avait attrapé Maximilien de Valois, un homme issu d'une famille riche et respectée. C'est alors que Bérénice m'a vue. Un sourire narquois a effleuré ses lèvres. Oh, Alix, c'est si gentil de ta part de venir seule. Ça doit être difficile de me voir si heureuse, pendant que tu es toujours célibataire avec ton petit travail ennuyeux à l'hôpital. Ces mots, prononcés juste assez fort pour que tout le monde entende, étaient comme du venin. J'ai senti mes joues rougir de honte. Notre mère a simplement gloussé, complice de cette cruauté ordinaire. J'ai ignoré la pique, comme d'habitude. J'ai pris le voile délicat que la vendeuse me tendait. C'est en m'approchant d'elle, le voile à la main, que tout a basculé. Je ne sais pas ce qui a traversé son esprit. Peut-être une bouffée de panique à l'idée que je puisse, ne serait-ce qu'un instant, lui voler la vedette. Elle s'est retournée brusquement, et sa main est partie. Le coup a été si rapide, si violent. La bague en diamant, symbole de son prétendu bonheur, a entaillé ma peau. La douleur a explosé sur ma joue, suivie d'un silence assourdissant. Le choc était total. Les sourires s'étaient figés. Les murmures s'étaient tus. Le sang a commencé à perler, un petit filet chaud coulant le long de ma peau. Dehors, a-t-elle répété, sa voix un sifflement glacial. Tu me fais honte. J'ai levé les yeux vers ma mère, cherchant un secours qui n'est jamais venu. Son regard était dur, impitoyable. Ne fais pas de scène, Alix, a-t-elle murmuré. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi s'est brisé. Définitivement. La petite fille qui cherchait désespérément leur approbation est morte sur le tapis crème de cette boutique. À sa place, une femme froide et résolue a pris le contrôle. La douleur sur ma joue n'était rien comparée à la clarté glaciale qui a envahi mon esprit. J'ai touché ma joue, senti le sang sur mes doigts. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère, et pour la première fois, je les ai vues telles qu'elles étaient réellement, des étrangères. J'ai fait demi-tour, sans un mot. Chaque pas vers la sortie était un pas vers ma nouvelle vie. Ils pensaient m'avoir chassée. En réalité, ils venaient de me libérer. Et mon premier acte de liberté était déjà au bout de mes doigts.
La porte de la boutique s'est refermée derrière moi dans un tintement discret, me séparant de l'atmosphère feutrée et du drame silencieux que je laissais derrière moi. Le soleil d'Aix-en-Provence m'a aveuglé un instant. Le cours Mirabeau était bondé, plein de vie, de touristes et de rires insouciants. Personne ne pouvait deviner que mon monde venait de basculer, ou plutôt, de se redresser. J'ai marché quelques mètres, le cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais d'une adrénaline nouvelle, presque enivrante. Je me suis assise sur le rebord d'une fontaine, le son de l'eau masquant le chaos dans ma tête. La trace de sang sur ma joue avait séché, une cicatrice instantanée de ma décision. Mon téléphone était déjà dans ma main. Mes doigts, qui avaient tremblé de choc quelques minutes auparavant, étaient maintenant stables et précis. J'ai ouvert l'application de ma banque. C'était une routine que je connaissais par cœur, mais pour la première fois, je ne la suivais pas pour approuver un paiement extravagant, mais pour y mettre fin. L'écran affichait le solde de mon compte courant, dangereusement bas, et celui de mon compte épargne, celui qui aurait dû devenir l'acompte pour mon premier appartement, amputé de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai navigué vers la section « Gestion des cartes ». Là, elle était. La carte Platinum, avec le nom de Bérénice listée comme « porteur secondaire autorisé ». Une autorisation que j'avais accordée sous la pression, après des semaines de manipulation émotionnelle de la part de ma mère et de ma sœur. C'est juste pour faciliter les choses, Alix, avait-elle dit. C'est plus simple que de te déranger pour chaque petit détail. Ces petits détails s'étaient accumulés pour atteindre une somme astronomique. Mon doigt a survolé le bouton « Annuler la carte ». Une vague de souvenirs a déferlé. Les appels tard le soir de Bérénice, pleurnichant sur le fait que le traiteur « parfait » coûtait 50 € de plus par personne que prévu. Les messages de ma mère, me disant que je devais soutenir ma sœur, que c'était le plus beau jour de sa vie et que l'argent ne devait pas être un problème. Ma propre voix, faible et fatiguée, disant « oui, encore et encore ». Oui pour les fleurs importées. Oui pour le groupe de jazz. Oui pour le lâcher de colombe. Oui pour un conte de fées qui n'était pas le mien, payé avec les briques de mon propre rêve brisé. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait le platane et le café. C'était l'odeur de ma ville, de ma vie. La vie que j'allais reprendre. J'ai appuyé. Fermement. L'application a demandé une confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir annuler définitivement cette carte? Cette action est irréversible. Une sensation de puissance m'a traversé le corps. Irréversible. C'était exactement ce que je voulais. J'ai confirmé. Un message vert est apparu, carte annulée avec succès. J'ai levé les yeux vers la vitrine de la boutique. À travers le verre, je pouvais voir la scène se dérouler comme un film muet. Bérénice, ayant retrouvé sa contenance, était à la caisse. Elle a tendu la carte avec un geste royal à la vendeuse. J'ai vu la vendeuse passer la carte une première fois. Son sourire professionnel a légèrement vacillé. Elle l'a passé une deuxième fois. Le vacillement s'est transformé en un froncement de sourcils confus. Elle a murmuré quelque chose à Bérénice. Le visage de ma sœur est passé de l'arrogance à l'incrédulité, puis à la panique. J'ai pu lire sur ses lèvres, même à distance, impossible. Réessayez. La vendeuse a secoué la tête, lui montrant l'écran de son terminal de paiement. Le directeur de la boutique s'est approché, son expression passant de la déférence à l'impatience. Bérénice s'est tournée vers notre mère, son masque de perfection se craquelant pour révéler la petite fille gâtée en dessous. En voyant la terreur pure dans ses yeux, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Aucune pitié. Seulement le calme profond de la justice rendue. C'était comme si une tumeur que je portais depuis des années venait d'être retirée. La douleur était vive, mais c'était la douleur de la guérison. J'ai pris une capture d'écran de la confirmation d'annulation. Ce serait ma preuve, mon manifeste. Puis, je me suis détournée et j'ai commencé à marcher, m'éloignant de la fontaine, de la boutique, de mon ancienne vie. Le son de l'eau qui coulait était comme une promesse de pureté et de renouveau. Je savais que le vrai cataclysme n'avait pas encore eu lieu. La carte refusée n'était que la première secousse. Le tremblement de terre allait suivre. Et pour une fois, j'étais en sécurité sur un terrain solide, tandis que leur monde construit sur mes sacrifices était sur le point de s'effondrer.
De retour dans mon petit appartement du quartier Mazarin, j'ai verrouillé la porte à double tour. Le son du pêne s'enclenchant a résonné comme le point final d'un chapitre toxique de ma vie. Le silence de mon appartement contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage dans mon téléphone. Il vibrait sans cesse sur la table basse, affichant les noms « Maman » et « Bérénice » en alternance. Je les regardais, non pas avec anxiété, mais avec un détachement clinique. C'était le son de leur panique, pas de la mienne. J'ai activé le mode silencieux. Chaque appel manqué, chaque notification de message non lu était une petite victoire, un maillon de chaîne qui se brisait. La nuit est tombée sur Aix, drapant la ville d'un velours sombre. Je ne me sentais pas seule, mais enfin moi-même. Assise dans le noir, j'ai laissé les souvenirs remonter, non pas pour me morfondre, mais pour comprendre. Pour accepter la vérité que j'avais refusée pendant si longtemps. La dynamique de notre famille était un système cruellement simple. Bérénice était le soleil, et j'étais l'ombre. Elle était la Golden Child, la fille en or, celle dont chaque réussite était célébrée, chaque caprice pardonné. J'étais la Scapegoat, le bouc émissaire, la fille responsable, celle sur qui on comptait mais qu'on ne voyait jamais vraiment. Je me suis souvenu de mes 10 ans. Bérénice, qui en avait 13, avait cassé un vase de prix, un héritage de notre grand-mère. Quand nos parents sont rentrés, elle a fondu en larmes, pointant un doigt accusateur vers moi. C'est Alix, elle jouait au ballon dans le salon. J'avais beau protester, nier, mes larmes n'avaient aucun poids face à son talent d'actrice. J'ai été punie, privée de sortie pendant un mois. Le soir, depuis ma chambre, j'entendais ma mère la consoler. « Ne t'inquiète pas ma chérie, ce n'est qu'un objet. Le plus important c'est que tu ne te sois pas blessée. » Elle n'est jamais venue me voir. Cette injustice a défini notre relation. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien, mes parents m'ont offert un chèque. Quand Bérénice a obtenu le sien de justesse, ils lui ont payé une voiture. Quand j'ai travaillé de nuit comme serveuse pour financer mes études en administration de la santé, ils ont dit que cela forgeait le caractère. Quand Bérénice a décidé qu'elle voulait lancer sa propre ligne de vêtements, une aventure qui a échoué lamentablement, ils ont financé son projet sans poser de questions. J'avais toujours cru qu'en travaillant plus dur, en étant plus gentille, plus serviable, je finirais par gagner leur amour. Quelle idiote j'avais été. Leur amour n'était pas à gagner, il était déjà distribué, et je n'étais pas sur la liste. L'histoire du financement de ce mariage était le point culminant de cette dynamique. Tout a commencé il y a 7 mois. Bérénice a annoncé ses fiançailles avec Maximilien de Valois. Ma mère était aux anges. Il vient d'une famille formidable, Alix. C'est une opportunité incroyable pour Bérénice, pour nous tous. Puis, le piège s'est refermé. Il y a juste un petit problème de liquidité, avait expliqué ma mère. Maximilien attend un héritage, mais ça prend du temps. En attendant, les acomptes pour le mariage doivent être versés. Tu es la seule à avoir des économies substantielles. La première fois, j'ai refusé. J'ai parlé de mon projet d'appartement. C'est là que la manipulation a commencé. Bérénice a pleuré. Ma mère m'a accusée d'être égoïste, jalouse. Tu ne veux donc pas que ta sœur soit heureuse? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Cette dernière phrase était une blague cruelle. Mais j'ai cédé. J'ai fait le premier virement, en me disant que ce serait le seul. C'était une erreur. Ma faiblesse est devenue leur force. Chaque semaine apportait une nouvelle dépense, une nouvelle urgence. C'est juste un prêt, Alix, répétait Bérénice. Maximilien te remboursera au centuple dès que son argent sera débloqué. La phrase qui m'avait le plus blessée était celle qu'elle avait prononcée un soir au téléphone, pensant que je ne l'entendais pas chuchoter à une amie. De toute façon, elle ne fait rien d'important avec son argent. Assise dans mon salon, j'ai enfin compris. Mon argent n'était pas seulement de l'argent. C'était mon indépendance, mon avenir, ma valeur. Et il me l'avait pris, non pas par nécessité, mais par droit divin autoproclamé. Il ne voyait pas un sacrifice, il voyait une évidence. La gifle dans la boutique n'était pas une perte de contrôle. C'était l'expression la plus pure de leur vision du monde. Bérénice avait le droit de prendre, et moi, le devoir de donner, même ma dignité. Que auriez-vous fait à ma place?
Auriez-vous continué à supporter cette injustice au nom de la famille, ou auriez-vous appuyé sur ce bouton, comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une étrange sérénité. J'avais perdu une famille que je n'avais jamais vraiment eue, mais j'avais commencé à me retrouver. Le chemin serait long, mais pour la première fois, c'était le mien. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers mes rideaux, mais le silence dans mon appartement était assourdissant. J'ai délibérément évité mon téléphone pendant la première heure de ma journée. J'ai préparé du café, le vrai, celui en grains que je moue moi-même, un petit luxe que je m'accordais. C'était un acte de rébellion silencieux. J'allais savourer ma matinée, prendre soin de moi, avant d'affronter le champ de bataille numérique qu'ils avaient créé. Finalement, une tasse de café fumante à la main, je me suis assise et j'ai pris le téléphone. C'était encore pire que ce que j'imaginais. 27 appels manqués. 16 messages textes. Une avalanche de panique et de fureur. J'ai commencé à les lire, un par un, avec la distance d'un médecin lisant un rapport de pathologie. Le premier était de ma mère, envoyé hier après-midi, probablement juste après leur départ de la boutique, 15h22, « Maman, la boutique vient d'appeler. Qu'est-ce que tu as fait à la carte? Règle ça immédiatement. » Le ton était autoritaire, sans une once d'inquiétude pour ma joue meurtrie. Puis venait Bérénice, quelques minutes plus tard, 15h28, « Bérénice, Alix, je ne sais pas à quel jeu stupide tu joues, mais arrête ça tout de suite. Tu es en train de tout gâcher. » Les messages se sont enchaînés, devenant de plus en plus hystériques à mesure que la soirée avançait. 17h10, « Maman, Bérénice est anéantie. Comment peux-tu nous faire honte comme ça? Tu es sa sœur. » 19h45, « Bérénice, le château de Valmousse menace d'annuler. Ce n'est plus drôle, Alix. C'est le mariage de mes rêves que tu détruis. » 22h30, « Maman, ton père est furieux. Appelle-nous immédiatement. » L'implication de mon père, un homme habituellement passif, était leur arme nucléaire. Le dernier message de Bérénice était arrivé à 3h42 du matin, une heure de désespoir et de menaces vaines. 3h42, « Bérénice, si tu ne règles pas ça d'ici demain matin, ne prends même pas la peine de venir au mariage. » J'ai ri. Un rire franc, libérateur. L'ironie était délicieuse. Sans mon argent, il n'y aurait pas de mariage auquel assister. Ils étaient si habitués à ce que je sois leur solution qu'ils ne pouvaient même pas concevoir un monde où je devenais le problème. Alors que je terminais mon café, le téléphone s'est mis à sonner. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité. Mon instinct me disait de ne pas répondre, de rester dans ma bulle de tranquillité. Mais une autre partie de moi, la nouvelle Alix, était curieuse. Elle voulait voir jusqu'où les ondulations de son acte se propageaient. J'ai répondu. « Allô, mademoiselle Alix Varenne ?» La voix était masculine, professionnelle mais tendue. « C'est moi, » ai-je répondu, ma propre voix calme et posée. « Ici monsieur Durand, du château de Valmousse. J'essaie de joindre mademoiselle Bérénice Varenne concernant le solde de son compte, mais je tombe directement sur sa messagerie. Elle vous a listé comme contact alternatif. » Je me suis adossée à ma chaise, fermant les yeux. Le château de Valmousse. Je pouvais visualiser la brochure. Un magnifique domaine provençal, des jardins à la française, une salle de bal avec des lustres en cristal. Un lieu pour une princesse. Une princesse dont les dettes s'élevaient à 32 450 €, dû aujourd'hui même. Je vois, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Malheureusement, je ne peux pas vous aider, monsieur Durand. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Pardon? Vous êtes listé comme contact pour les questions financières. Cette information n'est plus à jour, ai-je déclaré fermement. Je ne suis plus impliqué dans les finances du mariage de ma sœur. Le ton de monsieur Durand a changé, devenant plus sec. Très bien. Eh bien, si vous lui parlez, veuillez l'informer que sans le paiement prévu aujourd'hui, nous serons contraints de libérer la date. Nous avons plusieurs couples sur liste d'attente. Je n'y manquerai pas, ai-je menti poliment. J'ai raccroché. Le château allait tomber. La première pièce maîtresse de son royaume s'effondrait. J'ai ressenti une satisfaction froide.
Ce n'était pas de la vengeance. C'était un rééquilibrage. L'univers, avec un peu d'aide de ma part, remettait les choses à leur place. J'ai ouvert mes contacts, et sans une seconde d'hésitation, j'ai bloqué les numéros de ma mère et de Bérénice. Le silence qui a suivi était le plus beau son que j'avais entendu depuis des mois. Mais je savais que ce n'était qu'un répit. Il trouverait un autre moyen. La confrontation était inévitable. J'ai passé le reste de la matinée dans un état de paix étrange et fragile. J'ai ouvert les fenêtres, laissant l'air frais du matin balayer les derniers vestiges de leur toxicité. J'ai mis de la musique, j'ai arrosé mes plantes. Pour la première fois depuis des mois, mon appartement ressemblait à un foyer, à un sanctuaire, et non plus à une simple base d'opération pour financer les rêves de quelqu'un d'autre. Cette tranquillité a été brutalement interrompue en début d'après-midi. Pas par une sonnerie de téléphone, mais par des coups violents frappés à ma porte. Des coups secs, urgents, qui faisaient trembler le bois. Mon cœur a fait un bond. Je savais qui c'était. Je suis allé jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Leur visage déformé par la lentille était une caricature de la fureur et du désespoir. Ma mère et Bérénice. J'ai envisagé de ne pas ouvrir, de les laisser s'épuiser. Mais je savais qu'elles étaient capables de faire une scène dans le couloir, d'alerter mes voisins. La nouvelle Alix ne se cachait pas. Elle faisait face. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai entr'ouverte. Elles se sont engouffrées à l'intérieur avant même que je puisse dire un mot. Bérénice, le visage ravagé par des larmes qui me semblaient étrangement théâtrales, s'est jetée sur moi. Alix. Oh, Alix, je suis désolée, a-t-elle sangloté, essayant de me prendre dans ses bras. J'ai reculé, mon corps se raidissant instinctivement. Je ne le pensais pas. J'étais stressée, la pression du mariage, tu comprends, n'est-ce pas? S'il te plaît, tu dois arranger ça. Le château a appelé, ils vont tout annuler. C'était une performance digne d'une actrice. Les larmes, la voix brisée, l'appel à la sororité qu'elle n'avait jamais honoré. Mais ses yeux la trahissaient. Ils ne contenaient aucun remords, seulement une panique froide et calculatrice. Ma mère a pris le relais, adoptant une autre stratégie, la manipulation par la culpabilité. Elle n'a pas crié. Sa voix était basse, pleine d'une déception venimeuse. Regarde ce que tu as fait, a-t-elle dit en balayant mon appartement du regard, comme s'il était la cause de tous leurs maux. Bérénice est ta sœur. La famille, c'est fait pour s'entraider, pour se sacrifier. Tu as toujours été une fille raisonnable, Alix. Ne laisse pas un moment de colère gâcher la vie de ta sœur. Tu vas le regretter. Chaque mot était une lame destinée à raviver mes anciennes insécurités. Mais elles ne trouvaient plus leur cible. Le blindage que j'avais forgé dans la douleur de la veille tenait bon. Ce n'était pas un moment de colère, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. C'était un moment de clarté. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir eu plus tôt. Le visage de ma mère s'est durci. Le masque de la mère déçue est tombé, révélant la tacticienne impitoyable. Assez de bêtises. Donne-moi ton téléphone. Tu vas appeler la banque et réactiver cette carte. Maintenant. Elle a tendu la main, s'attendant à ce que j'obéisse comme je l'avais toujours fait. Bérénice a vu son ouverture. Oui, Alix, donne-le-lui. On va arranger ça ensemble. Elle s'est avancée pour essayer de prendre le téléphone posé sur la table. C'est là que la ligne a été franchie. Cet espace, mon foyer, était le dernier bastion de mon identité. Il n'allait pas le violer. Non. Le mot a explosé de ma poitrine, un son si puissant qu'il les a fait sursauter toutes les deux. J'ai attrapé mon téléphone avant Bérénice et les serré contre moi. Vous n'avez pas entendu? C'est terminé. Vous n'avez aucun droit d'entrer ici et de me donner des ordres. C'est ma maison, mon argent, ma vie. Sortez. Le choc sur leur visage était total. C'était comme si un meuble s'était mis à leur crier dessus. Elles n'avaient jamais vu cette facette de moi. Elles ne savaient même pas qu'elle existait. Bérénice a reculé, la peur remplaçant la panique dans ses yeux. Ma mère m'a regardée, la bouche entr'ouverte, comme si elle voyait un monstre. Comment oses-tu? A-t-elle commencé. C'est vous qui osez, ai-je coupé.
Après des années à me traiter comme votre distributeur automatique personnel, comme votre punching ball émotionnel, vous osez venir ici et exiger quoi que ce soit? La réponse est non. C'est fini. Maintenant, partez. J'ai ouvert la porte en grand. Le message était clair. Après un moment de silence stupéfait, elles ont obtempéré. Ma mère m'a lancé un dernier regard plein de venin. Tu as fait ton choix, Alix. Ne viens pas pleurer quand tu seras toute seule. J'ai refermé la porte et les verrouillé. Mon corps tout entier tremblait, vidé par l'adrénaline. Je me suis appuyé contre le bois, le souffle court. J'avais tenu bon. J'avais tracé une ligne dans le sable, et je l'avais défendue. Il savait maintenant que la guerre avait changé. Ce n'était plus une question de manipulation, mais une confrontation ouverte. Et je savais que leur prochaine cible ne serait pas moi, mais la seule personne qui pouvait encore sauver leur précieux mariage, Maximilien. La soirée est tombée sur un appartement qui semblait à la fois étrangement vide et incroyablement plein. Vide de leur présence toxique, plein de ma propre résolution. L'adrénaline de la confrontation s'était dissipée, laissant place à une fatigue pesante mais satisfaisante. J'ai commandé une pizza, un autre petit acte de défiance envers l'image de la fille, raisonnable, qui aurait dû se préparer une salade. Ce soir, je voulais du réconfort, pas de la raison. C'est en mangeant une part de pizza directement dans la boîte que je me suis souvenu du message vocal. Au milieu du chaos de la journée, j'avais complètement oublié. J'ai pris mon téléphone, les doigts un peu gras, et j'ai navigué jusqu'à ma messagerie. Il n'y en avait qu'un seul, reçu la veille au soir. L'expéditeur était Maximilien. Mon cœur a raté un battement. C'était le moment que je redoutais et attendais à la fois. J'ai appuyé sur play. Sa voix, habituellement si assurée et enjouée, était tendue, confuse. Alix? C'est Maximilien. Écoute, c'est la folie ici. Bérénice n'arrête pas de pleurer, elle dit que tu as annulé une carte et que tout s'effondre. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Mes parents commencent à poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de comprendre. J'ai réécouté le message une deuxième fois. Il semblait sincèrement perdu. Contrairement à ma sœur et à ma mère, il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement de l'incompréhension. Pendant un instant, j'ai eu pitié de lui. Il était pris au milieu d'un drame familial dont il ne connaissait pas les règles tordues. J'ai envisagé de l'appeler, mais j'ai rapidement rejeté l'idée. Au téléphone, mes mots pourraient être déformés, mal interprétés. Bérénice était une manipulatrice experte, elle pourrait facilement retourner la situation. J'avais besoin de preuves écrites. Irréfutables. J'ai ouvert une nouvelle conversation par texto. J'ai tapé, effacé, recommencé plusieurs fois. Je ne voulais pas paraître vengeresse ou amère. Je voulais être factuelle, précise, dévastatrice. Finalement, j'ai trouvé les mots justes. Maximilien. Je ne peux pas t'appeler. Les choses sont trop compliquées. Mais tu mérites de savoir la vérité. Bérénice a dit à tout le monde que ta famille finançait le mariage. En réalité, c'est moi qui paie pour absolument tout depuis 7 mois, avec mes cartes de crédit et mes économies personnelles. Hier, à la boutique, elle m'a giflé en public parce que j'avais osé lui faire une petite remarque. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai donc annulé mes cartes. Je suis désolée que tu sois pris au milieu de ça, mais je ne peux plus être sa banque secrète et son bouc émissaire. J'ai relu le message, chaque mot pesant une tonne. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. La petite bulle bleue est partie, emportant avec elle la vérité comme une bombe à retardement. La réponse a été quasi instantanée. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Il était en train d'écrire, de lutter avec ce que je venais de lui dire. Enfin, le message est arrivé. Maximilien, attends, quoi? Elle nous a dit que tes parents payaient pour tout. Comme cadeau de mariage. Le souffle m'a manqué. C'était encore pire que ce que je pensais. Ce n'était pas juste un mensonge par omission. C'était un réseau complexe de tromperies, conçu pour que chaque partie entende ce qu'elle voulait entendre, pendant que Bérénice tirait les ficelles au milieu, obtenant tout ce qu'elle désirait sans jamais rien payer.
Elle avait menti à sa propre famille, et à la sienne. J'ai répondu, mes parents n'ont pas payé un centime. Demande-lui de te montrer les relevés de compte. Demande au château ou au traiteur qui a signé les chèques d'acompte. C'était moi. Toujours moi. Les 3 petits points sont revenus. Cette fois, ils sont restés plus longtemps. J'imaginais le choc, le déni, puis la terrible aube de la compréhension. Le message suivant était court, glacial. Maximilien, je dois passer des appels. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. J'avais planté la graine de la vérité. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'elle germe et détruise tout sur son passage. Ce soir-là, en me couchant, je n'ai pas pensé à ma sœur ou à ma mère. J'ai pensé à Maximilien, et à la terrible conversation qu'il devait être en train d'avoir avec la femme qu'il pensait épouser. La maison de cartes qu'ils avaient construite commençait à vaciller. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les 2 jours suivants ont été d'un calme étrange et inquiétant. Un calme de fin du monde, comme le silence qui précède un tsunami. Je n'ai reçu aucun message, aucun appel. C'était comme si la famille Varenne et la famille de Valois s'étaient retirées dans leurs quartiers généraux respectifs pour élaborer une stratégie de guerre. J'ai continué à vivre ma vie, à aller au travail, à gérer les plannings des infirmières et les budgets des services, mais une partie de mon esprit était constamment en alerte, attendant le prochain développement. Il est arrivé sous la forme d'un message de mon cousin, Bastien. Il était le seul membre de la famille élargie avec qui j'avais gardé un contact cordial. Il était censé être l'un des garçons d'honneur de Maximilien. Bastien, Alix, c'est quoi ce bordel? Tante Hélène, ma mère, vient d'appeler mon père en panique. Elle raconte une histoire insensée comme quoi tu es devenue folle et que tu essaies de saboter le mariage de Bérénice. En même temps, la mère de Maximilien appelle tout le monde pour poser des questions très précises sur les finances du mariage. Personne ne comprend rien. Dis-moi ce qui se passe. Je lui ai répondu brièvement, lui donnant les grandes lignes. Il a simplement répondu, merde. Je ne suis pas surpris. Faites attention à toi. C'était la confirmation dont j'avais besoin. La vérité se propageait, incontrôlable, créant le chaos dans son sillage. La confrontation finale est arrivée le lendemain après-midi. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, comme celui du château. J'ai répondu, le cœur au bord des lèvres. Mademoiselle Varenne? La voix était féminine, posée, aristocratique. Chaque syllabe était parfaitement articulée, mais il y avait une nuance d'acier en dessous. Ici Madame de Valois. J'ai senti un frisson me parcourir. C'était elle. La matriarche. La reine du jeu d'échecs. Bonjour, madame, ai-je répondu, m'efforçant de garder ma voix neutre. J'ai eu une conversation, éclairante avec mon fils, a-t-elle commencé, sans préambule. Il m'a montré les messages que vous avez échangés. Cela a soulevé un certain nombre de questions. J'ai donc fait mes propres recherches. J'ai appelé le château de Valmousse, qui m'a confirmé que l'acompte provenait d'un compte à votre nom. Il y a eu une pause. Maintenant, j'aimerais entendre votre version des faits. Directement. C'était un test. Un interrogatoire. Je savais que chaque mot que je dirais serait analysé, pesé. Je devais être impeccable. J'ai pris une profonde inspiration. Madame, la version des faits est simple, bien que difficile à croire. Depuis 7 mois, j'ai personnellement financé l'intégralité des dépenses liées au mariage de ma sœur, à sa demande et à celle de ma mère, sous la promesse d'un remboursement qui n'est jamais venu. On m'a dit que votre fils avait des problèmes de liquidité temporaire. Et Bérénice nous a dit que vos parents offraient le mariage comme cadeau, a-t-elle rétorqué, sa voix glaciale. Ce qui nous place face à un mensonge. La question est, qui ment? C'était le moment crucial. Elle me mettait au défi. Je comprends votre scepticisme, madame, ai-je dit calmement. Les mots sont faciles. C'est pourquoi je peux vous fournir des preuves. Je peux vous transférer par email les relevés de ma carte de crédit des 7 derniers mois,
ainsi que les confirmations de virements bancaires pour les différents prestataires. La vérité est dans les chiffres. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'imaginais cette femme, dans son grand salon, évaluant la situation. Elle n'était pas intéressée par les drames familiaux. Elle était intéressée par les faits, par l'honneur, par la réputation de sa famille. Très bien, a-t-elle finalement dit. Envoyez-les-moi. Je vous donnerai mon adresse e-mail. J'ai passé la demi-heure suivante à scanner et à envoyer des documents. Chaque relevé de compte était une blessure, une preuve de ma stupidité passée, mais aussi une arme pour mon avenir. J'ai tout envoyé, avec un simple message, comme convenu. Je n'ai pas eu de réponse par email. La réponse est venue le lendemain, par un appel de Maximilien. Sa voix était méconnaissable. Creuse, vidée de toute émotion. C'est fini, Alix, a-t-il dit sans préambule. Le mariage est annulé. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Mes parents ont parlé à Bérénice ce matin. Ils lui ont présenté les preuves que tu as envoyées. Elle a tout nié au début, puis elle s'est effondrée. Elle a tout avoué. Il a marqué une pause, et j'ai entendu un son qui ressemblait à un sanglot étouffé. Mes parents ont été très clairs. Ils ne peuvent pas accueillir dans notre famille une personne capable de construire notre avenir sur un tel échafaudage de mensonges et de manipulations. Je suis désolée, Maximilien, ai-je murmuré, et je le pensais sincèrement. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça, a-t-il demandé, une question désespérée. Est-ce qu'il y avait des signes que j'aurais dû voir? Elle a toujours été la princesse de la famille, ai-je répondu doucement. Et il y a toujours eu quelqu'un pour payer le prix de sa couronne. Cette fois, c'était moi. Et presque toi. Le silence qui a suivi était lourd de tout ce qui avait été brisé. La confiance, l'amour, l'avenir. Le jugement était tombé. Le conte de fées était terminé. Et Bérénice n'allait pas s'enfuir dans le soleil couchant. Elle allait s'écraser sur le sol dur de la réalité. Le jour qui aurait dû être celui du mariage de Bérénice, un samedi de début d'été, le ciel d'Aix-en-Provence était d'un bleu éclatant, presque insultant. Il n'y a pas eu de cérémonie au château de Valmousse. Pas de cloche, pas de champagne, pas de « oui, je le veux ». À la place, la chronique mondaine du journal local, La Provence, a publié un petit entrefilet. Il annonçait que la famille de Valois avait fait un don substantiel à une fondation pour l'éducation des jeunes filles de la région. L'article mentionnait, avec une délicatesse toute diplomatique, un changement de programme concernant l'union précédemment annoncée entre Maximilien de Valois et Bérénice Varenne. C'était une exécution publique, menée avec l'élégance froide de la vieille bourgeoisie. Bérénice, m'a-t-on dit, s'était réfugiée chez nos parents. Elle avait quitté le magnifique appartement que Maximilien et elle partageaient et était retournée dans sa chambre d'adolescente, refusant de voir qui que ce soit. Elle n'était pas en deuil de son amour perdu. Elle était en deuil de sa vie perdue. Le statut, l'argent, l'admiration, le nom de Valois accolé au sien. Tout ce qui, pour elle, constituait son identité s'était évaporé en quelques jours. Elle était redevenue simplement Bérénice Varenne, la fille qui avait échoué. Mes parents, quant à eux, étaient pris au piège. Ils devaient gérer les conséquences financières, les contrats annulés qui exigeaient quand même des dédommagements et la chute spectaculaire de leur fille prodige. Les messages que je recevais de ma mère, envoyés depuis les téléphones d'amis ou de nouveaux numéros prépayés, étaient un mélange schizophrénique de rage et de supplication. Un jour, c'était la fureur, tu as ruiné sa vie. Elle ne mange plus, elle ne sort plus de sa chambre. Tout ça par jalousie. J'espère que tu es fier de toi, tu as détruit ta propre sœur. Le lendemain, c'était le désespoir, s'il te plaît Alix, nous avons besoin d'aide. Les factures arrivent. La retraite de ton père ne suffit pas. Nous ne pouvons pas la soutenir seuls. Elle est ta sœur, tu lui dois bien ça. Je lisais ces messages et je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de pitié. Seulement un vide immense là où se trouvait autrefois mon désir de leur plaire. J'ai supprimé chaque message sans y répondre. Mon silence était ma réponse. C'était leur problème maintenant. Ils avaient créé la princesse, ils devaient maintenant gérer le monstre qu'elle était devenue dans sa cage dorée brisée. Ils avaient toujours fait le ménage derrière elle,
effaçant ses erreurs, payant ses dettes. C'était la plus grosse dette de toutes, et pour la première fois, je n'étais pas là pour la régler. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre cercle social. Les gens chuchotaient. Bérénice, la fille si parfaite, avait été répudiée à quelques jours de son mariage. Les versions de l'histoire variaient, mais toutes pointaient vers une sorte de tromperie financière. Son image, si soigneusement cultivée, était en ruine. Ses amis, celles qui l'avaient adulée dans la boutique, se sont éloignés. Personne ne veut être associé à un échec aussi spectaculaire. Je savais qu'elle finirait par se relever. Mes parents la soutiendraient toujours, d'une manière ou d'une autre. Elle trouverait probablement une autre victime, un autre moyen de financer son style de vie. Mais quelque chose avait été brisé pour de bon. Le mythe de sa perfection. Et elle devrait vivre avec ça. Elle devrait vivre avec le souvenir d'avoir presque tout eu, et de l'avoir perdu, non pas à cause de la malchance ou du destin, mais à cause de ses propres actions. Quant à moi, j'étais libre. Libre de leurs drames, libre de leurs attentes, libre de leurs dettes. Le conte de fées était peut-être en ruine, mais depuis ces décombres, je pouvais enfin commencer à construire ma propre histoire. 6 semaines. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident de la boutique, comme je l'appelais maintenant. 6 semaines de silence radio de la part de ma famille. 6 semaines pendant lesquelles j'avais respiré plus librement que jamais auparavant. Le poids que je portais sur mes épaules depuis des années s'était envolé, et je me sentais plus légère, plus grande. Ce matin-là, j'avais rendez-vous dans une agence immobilière. Devant moi, sur le bureau, se trouvait le bail d'un charmant 2 pièces avec un petit balcon donnant sur un parc. C'était l'appartement que j'avais visité 8 mois plus tôt, celui pour lequel j'avais économisé, celui que j'avais mis en attente pour financer le mariage de Bérénice. Par miracle, il était de nouveau disponible. C'était un signe. J'ai pris le stylo, et d'une main ferme, j'ai signé mon nom. C'était plus qu'un simple bail. C'était une déclaration d'indépendance. Le week-end suivant a été consacré au déménagement. Des amis du travail sont venus m'aider, des gens qui me connaissaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. Nous avons transporté des cartons, monté des meubles, partagé des pizzas et des rires. Dans mon nouvel espace, entouré de visages bienveillants, je me sentais enfin chez moi. Chaque objet que je déballais était un morceau de ma vie que je reprenais. Mes livres, mes photos, ma machine à café. Des choses simples qui m'appartenaient, qui définissaient mon espace, mon existence. Alors que je déballais un carton de vaisselle, mon téléphone a vibré. Un numéro que je n'avais pas enregistré. Mon premier réflexe a été la méfiance, mais la curiosité l'a emporté. C'était un texto. Alix. C'est Maximilien. Je voulais juste te remercier. Pas pour ce qui s'est passé avec Bérénice, c'est encore compliqué et douloureux. Mais pour m'avoir montré la vérité avant que je ne commette une erreur irréparable. J'espère que tu vas bien. Je suis restée assise sur un carton, le téléphone à la main, pendant un long moment. C'était un geste de classe de sa part. Un geste de clôture. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour lui. Il était une victime collatérale dans cette histoire, tout comme moi. Mais sa route n'était pas la mienne. J'ai souri, un vrai sourire, et j'ai posé le téléphone sans répondre. Je n'avais pas besoin de sa validation, ni de son absolution. Mon bien-être ne dépendait plus de l'approbation de qui que ce soit. Sur ma nouvelle table basse, au milieu des cartons, se trouvait une pile de brochures. Des programmes de master en administration de la santé dans des universités prestigieuses. Un projet que j'avais mis de côté, me disant que je n'avais ni le temps, ni l'argent. Maintenant, j'avais les deux. Le monde s'ouvrait à nouveau à moi, plein de possibilités que j'avais oubliées. Ce soir-là, après que mes amis soient partis, je suis sortie sur mon petit balcon. L'air était doux. En bas, dans le parc, des familles se promenaient, des enfants jouaient. Une scène de vie ordinaire et paisible. J'ai repensé au bilan des dernières semaines. Bérénice avait perdu un fiancé, un mariage de rêve, et son image si précieuse. Mes parents avaient perdu le conte de fées de leur fille favorite. Ils étaient maintenant confrontés à la réalité de qui elle était vraiment, et à la responsabilité financière qui en découlait. Et moi ?
Qu'est-ce que j'avais gagné? Ce n'était pas l'argent que j'allais finir par récupérer sur mon compte en banque. Ce n'était pas la satisfaction de la vengeance. J'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu. J'avais gagné ma propre vie. J'avais repris le contrôle, un clic de souris à la fois. La page était blanche. Et pour la première fois, c'était à moi, et à moi seul, d'écrire la suite. Alors que je me tiens sur ce balcon, regardant la vie suivre son cours en dessous de moi, je comprends enfin la leçon la plus importante de toute cette épreuve. Parfois, pour se défendre, il n'est pas nécessaire de crier plus fort, de se battre plus durement ou de préparer des vengeances élaborées. Parfois, l'acte le plus puissant, le plus révolutionnaire, est tout simplement d'arrêter. Arrêter de payer. Arrêter de se sacrifier sur l'autel des attentes des autres. Arrêter de jouer un rôle dans une pièce qui ne nous rend pas heureux. Arrêter de se faire petit pour que les autres puissent se sentir grands. Quand on arrête, on crée un vide. Et c'est aux autres de gérer ce vide, de faire face aux conséquences de leurs propres actions. Ces conséquences, elles leur appartiennent. Pas à nous. Ma vie aujourd'hui est radicalement différente. Je suis en train de préparer mes dossiers de candidature pour ce master qui me fait rêver. J'ai redécouvert le plaisir de passer un week-end à lire sans être interrompu par un appel téléphonique angoissant. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. Je reconstruis, non pas à partir de rien, mais à partir d'une version plus forte et plus sage de moi-même. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour à ma sœur ou à ma mère. Honnêtement, je ne sais même pas si c'est important. Ce qui compte, c'est que je me suis pardonné à moi-même. Pardonné d'avoir mis si longtemps à comprendre ma propre valeur. Et c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Votre bien-être, votre paix mentale, votre avenir, n'ont pas de prix. Vous avez le droit de tracer vos propres limites, même avec les personnes que vous êtes censé aimer plus que tout. Maintenant, c'est à votre tour. Mon histoire résonne-t-elle en vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger d'une relation toxique, que ce soit en famille, en amitié ou en amour? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je lirai chacune de vos histoires. Parfois, le simple fait de partager peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul et à trouver le courage d'agir. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si elle vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » sur la vidéo. Cela aide vraiment ma chaîne à être découverte par d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Avant de vous quitter, j'ai un petit bonus pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Si, comme moi, vous aimez apprendre et vous évader, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible pour vous, votre premier mois est entièrement gratuit. Cela vous donne accès à des milliers de titres, sans aucun coût. Tous les détails sont dans la description. C'est une excellente façon de prendre du temps pour soi. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Assurez-vous d'en être le héros.